Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter Lily Djenga, dont la présentation portera sur le confiage des jeunes filles en Afrique subsaharienne. Lily Djenga a une maîtrise en Gender Studies de l'Université de Rhénanie du Nord à Bochum en Allemagne, où son mémoire a abordé le développement économique et l'égalité des chances au Cameroun. Elle a participé à divers projets de recherche en tant qu'assistante de recherche, particulièrement sur les thématiques liées à la situation des femmes. Elle poursuit présentement ses études au doctorat en sciences sociales appliquées à l'UQO. Ses intérêts de recherche sont marqués par les questions relatives à la situation de la jeune fille dans la société africaine, aux injustices socio-économiques, à l'éducation et à l'insertion sur le marché du travail. Alors, je te laisse la parole. Merci, Denise. Bonjour à tous également. Merci à tous d'être venus suivre cette présentation. Comme vous avez tous reçu dans l'invitation, le thème porte sur le confiage des jeunes filles en Afrique subsaharienne et beaucoup de personnes ont déjà envoyé des courriels où ils voulaient savoir c'est quoi le confiage. Alors c'est une pratique qui est très répandue en Afrique subsaharienne et qui reste quand même très peu documentée, malgré le fait que plusieurs auteurs quand même s'accordent sur le fait qu'elle est très bénéfique pour toutes les personnes, les parties impliquées, les familles et les enfants. Alors, c'est quoi le confiage? Le confiage se définit comme une pratique qui consiste à donner, à confier des enfants à d'autres parents dans un esprit de solidarité et pour une durée non déterminée. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on confie les enfants, ils ne vont pas obtenir une nouvelle identité et la relation entre eux et leurs parents biologiques va rester maintenue. Les parents biologiques continuent d'avoir certains droits sur l'enfant confié et les nouveaux parents vont désormais avoir l'autorité sur l'enfant. Mais par exemple, lorsqu'il s'agit des décisions importantes, ces parents que moi j'appelle hôtes, pas dit parents d'accueil parce que ça crée parfois des amalgames. Les parents hôtes, avant de prendre des décisions importantes, vont devoir consulter les parents biologiques ou du moins les informer. C'est une pratique qui a énormément évolué au fil du temps et elle se passe entre les membres d'une même famille. Cependant, il arrive parfois que certains enfants sont confiés à des parents avec lesquels ils n'ont pas de lien de sang. Et ça arrive parce que dans le contexte subsaharien, la famille est différente de la famille en Occident. En Afrique subsaharienne, le groupe de parenté ne se limite pas au cercle ne se limite pas à la famille conjugale, mais va inclure les alliés sociaux, le clan, la tribu, et parfois juste des personnes avec lesquelles on a bâti des bons liens, des amis. Donc c'est pour ça que parfois, certains enfants vont être confiés à des personnes avec lesquelles ils n'ont pas, à des parents avec lesquels ils n'ont pas de lien de sang, mais qui sont considérés comme des membres de la famille. Alors, cette pratique est fortement motivée par les solidarités familiales. Et même si on est même dans le monde d'aujourd'hui, c'est toujours motivé par les solidarités familiales. Les parents vont confier les enfants pour différentes raisons. Et aussi les parents qui sollicitent les enfants confiés, c'est aussi pour différentes raisons. Ces raisons aussi ont beaucoup évolué dans le temps. Par le passé, il y a des exemples intéressants que moi j'ai personnellement sélectionnés. Mais avant que j'arrive à ces exemples, j'aimerais vous préciser que c'est une pratique qui revêt deux dimensions, une dimension sociale et une dimension éducative. Alors, par le passé, par exemple, lorsque il y avait un couple qui ne pouvait pas enfanter, la communauté ou d'autres parents pouvaient leur confier des enfants en guise de solidarité. Mais ça, c'était plus dans l'objectif d'intégrer la femme dans la communauté et aussi pour qu'elle y soit respectée, parce que l'enfant est l'élément qui permettait de respecter la femme dans la communauté et qu'elle y soit intégrée. Aussi, parfois, lorsque certains couples avaient fait très peu d'enfants, d'autres couples allaient leur confier des enfants si ces couples voulaient en avoir plus, parce qu'on pensait que la présence d'enfants dans un ménage favorisait la progéniture. Alors le confiage était pratiqué pour ces différentes raisons, mais pour plusieurs d'autres raisons. Et la raison générale, c'était pour renforcer les liens familiaux.
et aussi pour garder les liens entre parents, des familles qui s'étaient éloignées peut-être par le fait de l'immigration. Alors certaines familles, quand elles s'éloignaient, elles laissaient parfois derrière elles un enfant ou des enfants pour garder les liens avec leurs familles qui sont restées en arrière. Alors aujourd'hui, on assiste à une grande croissance du confiage des filles. Et c'est ce qui a attiré mon attention, parce que je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi on n'en parlait pas par le passé? Pourquoi il n'était pas question du confiage des filles en croissance? Mais aujourd'hui, sur 10 auteurs qui s'intéressent à la question du confiage, pratiquement tous s'accordent sur le fait qu'il y a une grande croissance du confiage des jeunes filles là. Pourtant, par le passé, il n'en était pas question. Les garçons comme les filles étaient confiés pour les mêmes raisons, la solidarité familiale, mais aujourd'hui, il y a une préférence des filles et c'est pour d'autres raisons. Alors, je vous disais tantôt que le confiage revêtait 2 dimensions, une dimension sociale et une dimension éducative. Mais avant d'arriver là, j'aimerais parler de l'enfant en Afrique. En Afrique, l'enfant est considéré comme un bien individuel à intérêt collectif. Et tous les parents de la communauté ont l'obligation, le devoir de s'investir dans la vie des enfants pour en assurer le bien-être. Et ce sont des valeurs qui sont très ancrées dans la culture, dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est important aussi, d'un autre côté, pour ces parents, c'est aussi une forme de sécurité, parce que s'il advenait que demain, leurs enfants aussi sont dans le besoin, ils peuvent compter sur la communauté pour pouvoir prendre soin d'eux. Peut-être de moins en moins aujourd'hui, comme il y a un proverbe qui dit « l'enfant en Afrique, n'est jamais l'enfant de personne, mais l'enfant de tous ». Peut-être un peu de moins en moins aujourd'hui, mais ça reste quand même que c'est une valeur à laquelle on croit énormément. Alors, au niveau social, le travail fait partie de la socialisation des enfants en Afrique subsaharienne. Alors, pour ces raisons, les enfants qui travaillent dans la famille démontrent ainsi leur participation et leur engagement auprès de la famille. Alors, le travail domestique, particulièrement, est une forme d'apprentissage et de développement d'habiletés, et aussi une forme d'éducation pour les enfants. Alors, par contre, le travail dans la société, parce que les sociétés subsahariennes et l'organisation de la société a beaucoup évolué, de même que le travail. Et tout ça s'est passé pendant la colonisation. Okay? Et puis, avant la colonisation, le travail était une affaire de famille. Donc, tous les membres de la famille devaient ensemble participer au travail pour le bien-être de la famille. Mais pendant la colonisation, les forces colonisatrices, par exemple, ont beaucoup plus favorisé la main-d'œuvre masculine et elle était la seule susceptible d'être monnayée. Et les femmes, par contre, étaient reléguées à leurs coutumes, à la sphère privée, mais elles continuaient de travailler quand même à l'extérieur dans l'agriculture. Seulement, elles n'étaient pas rémunérées pour ces travaux-là. Alors, il arrive que pour ces femmes-là, concilier ces activités et le travail domestique, c'est parfois un peu difficile. Alors, elles vont solliciter l'aide des jeunes filles confiées pour les aider. Donc, comme je vous disais, le travail domestique, c'est quelque chose que les enfants confiés ou pas confiés ont l'habitude d'aider dans la famille. Donc, mais ces femmes-là, surtout celles qui ont des enfants à bas âge, elles vont solliciter l'aide des jeunes filles. Ce n'est pas que les jeunes filles vont venir faire tout le travail domestique, mais elles vont quand même les aider un peu. Certainement, vous posez la question de savoir, mais si ces jeunes filles aident les mamans, est-ce qu'elles ne vont pas à l'école? Justement, là, j'aborde la question de la dimension éducative du confiage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, avant la colonisation, l'éducation des enfants était entre les mains des parents. Donc, c'est eux et la communauté, c'est eux qui avaient le monopole de l'éducation. Et cette éducation avait un but différent qui était, par exemple, de former les enfants à leur maturité. Mais après la colonisation ou pendant, je pense, on est entré dans une nouvelle forme d'éducation, l'éducation scolaire. Et cette éducation entre les mains des enseignants, et ça demande des moyens financiers. Et ces moyens financiers, tous les parents n'ont pas toujours. Donc, on est passé d'une économie de subsistance à une économie de marché. Et aussi, il faut savoir que dans les sociétés subsahariennes,
les attentes de la société. Les premières attentes de la société, c'est que la jeune fille puisse fonder un foyer, qu'elle puisse se marier. Donc, certains parents qui ont moins de moyens le peu de moyens qu'ils ont, ils vont investir dans l'éducation des garçons. Et alors, les jeunes filles qui vont rester à la maison, ils vont les confier aux parents qui ont plus de moyens pour que ces parents puissent les scolariser. Alors maintenant, on est dans une économie de marché, donc ça fait que on assiste à un confiage d'échange. Quand ces jeunes filles sont confiées, en retour, elles vont aider, elles ont une main d'œuvre de plus dans les familles hautes. Elles vont aider les mamans dans le travail domestique. Et en retour, donc, ces familles-là vont les scolariser. Aussi, un point qui est important, c'est que au niveau scolaire, les jeunes filles et les jeunes garçons, il y a quand même un équilibre de performance. Mais ça reste que comme elles sont les plus exposées à la non-scolarisation, ça fait que certaines familles, quand je parle de plus exposées, je parle des filles qui vont être confiées, pas de toutes les filles dans les sociétés subsahariennes, parce que les parents qui ont les moyens ne font pas de distinction. Ils vont scolariser les enfants, tous leurs enfants. Mais ceux qui n'ont pas de moyens vont investir uniquement dans l'éducation des garçons. Et parfois, ça arrive. Il arrive aussi que certaines filles soient confiées, non pas pour se faire scolariser, mais uniquement pour aider les mères dans le travail domestique. Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi d'une grande croissance de femmes chefs de ménage. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de femmes en Afrique subsaharienne qui évoluent dans le secteur informel. Et même en évoluant dans ce secteur informel, certains d'entre elles deviennent chefs de ménage parce que soit les maris ne peuvent pas tout seuls subvenir aux besoins de la famille parce qu'ils sont soit sans emploi ou pour d'autres raisons. Alors ces femmes sont chefs de ménage et dans ces familles où les femmes sont chefs de ménage, il y a beaucoup d'enfants confiés. Et dans ces familles également, les enfants confiés ont de bons résultats scolaires. Donc finalement, certains auteurs qui ont fait de la recherche sur le confiage, se posaient la question de savoir si cette pratique pouvait permettre de réduire les inégalités scolaires. Au niveau micro, avec certaines... ils ont pu observer ou peut-être questionner les familles. Ils sont arrivés à des résultats qui prouvaient qu'au niveau micro, oui, effectivement, c'est une pratique qui peut peut-être permettre de réduire les inégalités scolaires, mais au niveau macro, il y a d'autres paramètres qu'il faut considérer. Par exemple, est-ce que tous les enfants ont la chance d'être confiés? Est-ce que les enfants confiés doivent nécessairement être confiés à des familles nantis, des familles qui ont les moyens? Donc, il y a toutes sortes de paramètres. Au niveau macro, on n'a pas encore pu prouver que c'est une pratique qui peut effectivement permettre de réduire les inégalités scolaires. Alors, aujourd'hui, comme j'ai pu vous présenter, on peut constater que les solidarités héritées du passé vont être utiles au peuple de l'Afrique subsaharienne dans le monde contemporain, malgré qu'on soit dans une économie de marché, parce que aussi les mesures d'assistance sociale sont un peu présentes dans ces sociétés-là. Alors aujourd'hui, le confiage continue d'exister aussi par contraintes socio-culturelles et économiques. Mais vu que l'enfant, même si l'enfant de moins en moins est l'enfant de tous, parce qu'aujourd'hui, l'enfant est devenu quand même une propriété privée, avec les certificats de naissance où on doit reconnaître qui sont exactement les parents de l'enfant. Mais ça reste que parce que en Afrique subsaharienne, le devoir moral de s'investir dans la vie des enfants est toujours présent, ancré dans la société. Ça fait que le confiage devient finalement une pratique qui reste encore utile aujourd'hui. Merci.